Vous m'entendez bien? C'est bon? Alors, je vais commencer cette conférence par une toute petite vidéo de 3 minutes dans laquelle on peut entendre Laurent Alexandre, qui est l'auteur notamment de La mort de la mort en 2012 et de La guerre des intelligences, un bouquin de 2017 dans lequel il explique un petit peu les projets d'Elon Musk. Et là, il intervient justement sur une radio pour présenter un petit peu les deux projets d'Elon Musk. Donc nous, on va s'intéresser principalement au deuxième projet d'Elon Musk, pas celui qui concerne l'homme réparé, mais celui qui concerne l'homme augmenté. Dimitri Pavlenko. Dans la galaxie des nombreuses sociétés fondées par Elon Musk, ce n'est pas la plus connue, mais c'est sans doute la plus excitante, la plus effrayante aussi. Neuralink, entreprise qui ambitionne de développer des puces cérébrales. Après plusieurs reports, Neuralink promet pour ce soir une nouvelle démonstration de sa technologie d'interface homme-machine. Pour en parler avec nous ce matin, le docteur Laurent Alexandre est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes essayiste, vous vous présentez vous-même comme un optimiste pro-progrès. Alors évidemment, ce que fait Neuralink, ça vous intéresse beaucoup. Vous en parliez déjà dans votre ouvrage La guerre des intelligences chez J.C. Lattès en 2017. Qu'est-ce que Neuralink va montrer au monde ce soir? Est-ce qu'on en a une idée? Alors on ne sait pas. On connaît le projet d'Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde et qui a développé SpaceX, le leader mondial des fusées, et puis Tesla. On sait ce qu'il ambitionne de faire avec Neuralink, mais on ne sait pas encore ce qu'il va présenter lors de la démonstration de la nuit prochaine. Son objectif à moyen terme, c'est de développer des puces électroniques implantées dans nos cerveaux de manière à augmenter nos capacités intellectuelles et notre mémoire pour nous permettre de lutter, d'être compétitifs face à l'intelligence artificielle. C'est le domaine de ce qu'on appelle les neurotechnologies, c'est-à-dire les technologies de modification, de manipulation du cerveau. Et ça fait partie d'une bataille plus globale que mène Elon Musk, puisqu'il a une société qui développe de l'intelligence artificielle, qui est OpenAI, et puis il a racheté Twitter, ce qui fait de lui la personnalité la plus médiatique dans le monde, la plus influente aussi, et également la personne dont on parle le plus, parce que sa stratégie très fantasque, un peu fofolle chez Twitter, affole les journalistes du monde entier et le met en tête de beaucoup de médias en permanence. Donc on a son agenda sur quelques années, mais on ne connaît pas encore les étapes intermédiaires. Oui. On sait en revanche ce qu'il a déjà présenté. Il a présenté un cochon et un singe ces derniers mois, dans lequel il avait implanté des puces électroniques pour leur permettre notamment de commander des actions extérieures. Il a présenté un singe qui jouait aux jeux vidéo par la pensée, sans agir sur les manettes du jeu vidéo, uniquement en transmettant, à partir des implants électroniques dans son cerveau, les instructions à l'ordinateur qui était devant le petit singe. Alors c'est très impressionnant. Est-ce qu'on peut dire, Laurent Alexandre, qu'Elon Musk ambitionne de nous rendre plus intelligents? Est-ce que c'est son objectif? Et puis, parlons quand même de cette puce cérébrale. On parle quand même d'un acte chirurgical potentiellement, Oui, alors l'objectif d'Elon Musk est bien de nous rendre plus intelligents et d'augmenter notre mémoire pour nous rendre compétitifs avec l'intelligence artificielle. Il a très clairement expliqué en 2019 ce qu'il voulait faire. Il a dit qu'avec Neuralink, on allait fusionner l'intelligence artificielle et l'homme. Wow. On allait fusionner l'intelligence artificielle et notre cerveau, puisque l'intelligence artificielle serait directement disponible à l'intérieur même de notre cerveau grâce aux implants Neuralink. Mais il envisage deux phases. Une phase pour traiter des maladies, comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou des maladies neurodégénératives. Et puis une deuxième phase... Vous pensez, vous, qu'il y a un vrai espoir de pouvoir guérir Alzheimer grâce à des implants chirurgicaux ? Alors, vous savez qu'on traite la maladie de Parkinson avec des implants intracérébraux. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont leur maladie de Parkinson traitée, améliorée, pas guérie, mais améliorée grâce à des implants cérébraux. Donc on sait le faire avec la maladie de Parkinson, on peut espérer le faire avec d'autres maladies neurologiques dans les années, dans les décennies qui viennent. Mais son objectif le plus bouleversant, ce n'est pas de guérir des maladies, c'est de nous augmenter. C'est-à-dire finalement
finalement de faire émerger des cyborgs, parce que il a à plusieurs reprises expliqué que son objectif, c'est que le cerveau humain et l'intelligence artificielle ne fassent plus qu'un dans les décennies qui viennent. Oui. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer un petit peu, c'était le projet d'Elon Musk. Alors, avant de commencer cet exposé, je voulais préciser que le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu la synthèse de la deuxième partie d'un bouquin que j'avais écrit justement sur toutes ces questions. Et étant donné qu'Elon Musk a réalisé ses expériences aujourd'hui, non plus à présent sur un humain, parce qu'il avait déjà commencé sur un porc, puis sur un singe, maintenant qu'il travaille sur les humains, ça commence à devenir un peu plus intéressant et surtout un peu plus concret. Alors pourquoi c'est intéressant ? Eh bien parce que tout simplement, c'est dans la continuité logique de la longue marche de l'humanité. Et c'est précisément pour ça que nous allons nous intéresser à cette question. Alors pourquoi je dis que c'est dans la continuité logique de la longue marche de l'humanité ? Parce que tout simplement, l'humain est celui qui est initialement dépourvu d'aptitude ou d'adresse particulière. Et l'humanité n'a jusque-là échappé aux difficultés d'un environnement hostile qu'à la faveur de son intelligence technique, dédiée, entre autres choses, à corriger artificiellement sa nature incomplète, sa nature insuffisante, pour ne pas dire sa nature lacunaire. C'est d'ailleurs bien ce que met en lumière une partie du mythe prométhéen. Je vais le rappeler très rapidement, le mythe prométhéen en quelques mots. Prométhée demanda à Zeus d'offrir aux hommes le moyen de se protéger des bêtes sauvages, et ce dernier donc décida de leur fournir le feu en frappant la cime des arbres de sa foudre. Alors, partant de cette perspective, enfin dans cette perspective en tout cas, on peut comprendre que contrairement aux animaux qui ajustent leurs besoins à la nature, eh bien, l'homme pour survivre doit adapter la nature à ses besoins. En cela, l'homme est moins homo sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait, que homo faber, c'est-à-dire l'homme qui fait. Et il est le seul animal doté de la faculté de fabriquer artificiellement les conditions de sa survie. Plus largement d'ailleurs, et selon les termes d'Henri Bergson, l'homme est le seul animal qui est capable de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils, à faire des outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication. Alors, dès lors, on pourrait dire qu'il existe une logique presque primitive de la technique, une logique bien concrète, au travers de laquelle d'ailleurs il nous est donné de comprendre l'intérêt que nous portons à la connaissance scientifique et aux réalisations pratiques qui en découlent. Alors, le fait est que si la technique promet d'armer l'humain d'une puissance redoutable dont initialement il se trouvait dépourvu, cette même technique se charge aujourd'hui, un petit peu par ricochet, par une étrange ironie, d'une espèce de connotation d'absolu qui induit d'ailleurs chez l'homme contemporain une sorte de complexe prométhéen, une sorte de sentiment d'infériorité vis-à-vis de sa propre nature qui demeure toujours, selon lui, aussi insoumise, aussi imparfaite et aussi irrationnelle. Donc il en résulte une relation nouvelle de l'homme à la technique qui s'inscrit dans une volonté de puissance qu'exercerait l'humain sur lui-même, sur sa propre nature. Si bien qu'au final, l'homme, avec un grand H, en plus de livrer sa nature biologique à un jeu incessant d'exploration et d'exploitation, eh bien, il ne cesse de projeter ses désirs, il ne cesse de projeter ses rêves, il ne cesse de projeter son individualité jusqu'à l'idée même qu'il se fait de lui-même dans le système de ces objets techniques. Et c'est d'ailleurs bien ce que révèle le rapport de l'homme à l'intelligence artificielle et plus largement à ce qu'on appelle la cyborgisation. Laurent Alexandre en parle un petit peu dans l'introduction que je vous ai présentée. Et c'est ce que nous allons justement voir ensemble aujourd'hui. Alors, évidemment, il n'est pas question dans cette présentation, qui est relativement courte et en même temps assez longue, il n'est pas question de retracer de façon exhaustive l'histoire de la technique. Ceci étant, je pense qu'il est important de porter notre attention sur les nouveaux rapports qui unissent dorénavant l'homme contemporain au système technique et au système technoscientifique complexe, dont il est d'ailleurs lui-même le créateur prométhéen, si je puis dire. Parce que si l'homme, dans son élan créateur, a su s'extirper de sa condition naturelle, sans jamais perdre totalement la main sur la rationalité de son système technique, cette tendance tend à se démentir, en tout cas depuis la fin du XXe siècle, voire même le début du XXIe siècle,
sous l'effet d'une innovation technologique et scientifique qui est toujours plus ardente. Alors c'est vrai que le perfectionnement des technologies de l'information et de la communication, quand je parle de perfectionnement, je parle notamment de la miniaturisation de ces technologies, de l'augmentation de leur mémoire, de l'augmentation de leur puissance de calcul. Donc ce perfectionnement et la convergence de ces mêmes technologies vers les nanobiotechnologies sous l'égide des sciences cognitives, ce qu'on appelle la convergence des NBIC, peut-être vous en avez entendu parler, eh bien ce sont deux phénomènes qui galvanisent aujourd'hui, qui surexcitent en tout cas les désirs les plus extravagants, en même temps qu'ils exercent sur notre conscience de consommateur de ces technologies, mais également sur la conscience de certains scientifiques, une attraction qui est pour ainsi dire incontestable. Alors, aujourd'hui, on a tendance à identifier l'innovation comme une espèce de clé miraculeuse qui donnerait accès à la puissance magique de la technique, en regard de laquelle, d'ailleurs, la pratique objective et les répercussions potentiellement désastreuses de cette même technique sur notre propre intégrité, notre intégrité physique, notre intégrité psychique, nous laissent totalement imperturbables. Alors, pour l'illustrer un petit peu, notre côté imperturbable, je vous renvoie vers la croyance qu'on a aujourd'hui en une euthanasie de la mort, pour reprendre ici un terme de Laurent Alexandre, ou dans la mort de la mort par les technosciences. Et cette croyance est pour le moins symptomatique de ce dont je parle ici. Pourquoi elle est symptomatique? Parce qu'on voit effectivement dans la technique une espèce de clé miraculeuse qui nous conduirait à une certaine forme d'immortalité. Or, même si la mort dérange tout le monde, la mort fait partie de notre existence, et heureusement d'ailleurs qu'on meurt, puisque le fait de se savoir mortel, c'est ce qui nous permet d'exister en quelque sorte. Comme le disait Heidegger, la mort révèle la possibilité de notre propre impossibilité. C'est précisément ça qui nous pousse à construire un parcours existentiel, à se lancer en définitive dans l'existence. Or, les transhumanistes souhaitent effectivement que cette mort disparaisse et que nous devenions d'une certaine manière immortels. Alors, ce qui évidemment n'empêcherait aucunement ni les suicides ni les accidents, ce qui fait que nous ne serions plus dans l'angoisse de mort, comme le disait Heidegger, cette angoisse qui est plutôt positive et qui nous conduit à vivre. Nous serions plutôt dans une espèce de peur du décès, une espèce de peur de notre propre disparition. Voilà, ça c'est une petite parenthèse pour expliquer un petit peu cette confiance aujourd'hui que l'on accorde précisément aux sciences, cette espèce de soumission passive, comme le disait Heidegger, à l'égard des sciences, parce que nous considérons effectivement les sciences comme ou les technosciences aujourd'hui comme une clé miraculeuse qui nous donnerait accès à une espèce de puissance magique. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez indéterminé, mais qui est quand même proche d'une sacralisation irrationnelle de la technique et qui accompagne l'espérance que nous avons coutume de porter dans la science. Alors, nous pouvons déjà empiriquement observer ce phénomène à la lumière des recherches qui sont justement consacrées à l'euthanasie de la mort, à la mort de la mort. Mais ce que j'aimerais ici souligner, c'est qu'une tendance analogue envahit le vivant tout entier, son corps, mais aussi son esprit, au point que, de nos jours, l'innovation technique et l'innovation nanotechnologique devient le signe de ralliement à une espèce de nouvel ordre mythique. Alors je parle de nouvel ordre mythique parce que ces innovations sont souvent présentées sur la base d'un imaginaire idéalisé, et ce nouvel ordre mythique serait celui de l'homme doté d'une surpuissance intellectuelle et physique. Alors donc, simultanément aux évolutions technomédicales qui visent justement l'euthanasie de la mort, eh bien, il se juxtapose aujourd'hui une révolution technologique qui pourrait bien modifier les termes de la relation que nous entretenons à notre société technique. Alors, ce présupposé mérite quand même notre attention, d'autant que l'intelligence artificielle, en incarnant irrationnellement le mythe d'une fonction qui transcenderait la personne elle-même, absorbe notre imaginaire tout entier jusque dans l'utilisation que nous avons de cette intelligence artificielle. Donc on pourrait dire d'une certaine manière que la fascination qu'exerce l'intelligence artificielle n'est justement si grande que parce qu'elle n'est pas celle d'une rationalité technique. Si la conception que nous avions de l'intelligence artificielle était rationnelle,
nous lui accorderions certainement pas la fascination que nous lui accordons aujourd'hui. Alors, certains auteurs, notamment à l'image d'Éric Sadin ou de Jean-Michel Beignet, pressentent déjà les dérives de tout ça depuis quelques années. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais me contenter dans cette présentation de souligner qu'avec le déploiement de l'intelligence artificielle, c'est la question de l'érosion de notre rapport traditionnel à la technique qui se pose. Alors mon objectif ici n'est évidemment pas de montrer les motifs de cette érosion, ça serait trop long, mais je pense qu'il est important de savoir jusqu'où et dans quelle proportion cette érosion pourrait s'étendre. Et a fortiori depuis que l'amélioration, c'est-à-dire l'augmentation de nos capacités neuronales, se présente à la conscience de quelques scientifiques comme une offensive à mener contre l'intelligence artificielle et sa supposée conséquence, à savoir l'obsolescence programmée de nos cerveaux. Là, ici, je reprends les termes d'Elon Musk, mais je reprends aussi les termes de Ray Kurzweil ou de quelques scientifiques transhumanistes. Alors, je pense qu'il est important de préciser ici que le scepticisme l'emporte encore face au triomphe d'une victoire annoncée de l'intelligence artificielle sur nos cerveaux, ne serait-ce que parce que l'image d'une telle victoire quand même prend appui sur une extrapolation de la technique. Nous sommes encore dans une extrapolation de la technique. Ceci étant, je pense qu'il est important aussi de souligner que les innovations actuelles qui touchent notamment les domaines technoscientifiques soulèvent des enjeux qui impliquent l'hypothèse d'une adaptation de nos cerveaux aux évolutions de cette même intelligence artificielle, comme en témoignent d'ailleurs les efforts qui sont déployés actuellement par les universitaires chinois en direction d'un eugénisme cérébral. De nombreux laboratoires universitaires en Chine travaillent effectivement sur l'eugénisme cérébral. Alors, ils sont beaucoup moins contraints par les questions éthiques, ce qui explique un petit peu ce phénomène en Chine. Mais dans le même temps, l'intérêt de certains États pour un renforcement de nos capacités intellectuelles retentit aussi jusque dans les laboratoires de la Silicon Valley, où un certain nombre de milliardaires, alors il y a Elon Musk, mais il n'y a pas qu'Elon Musk, un certain nombre d'ingénieurs, un certain nombre de chercheurs, s'appliquent justement à l'expérimentation d'une neuro-augmentation électronique de nos capacités cérébrales. Si bien que parallèlement au développement d'une forme d'eugénisme cérébral en Asie, eh bien, s'inaugure en Occident et aux États-Unis en particulier le spectre de ce que je serais tenté d'appeler un homo silicium. L'homme de demain serait une sorte d'homo silicium aux compétences intellectuelles augmentées à la faveur justement d'implants intracérébraux. Alors ces recherches sont assez fascinantes en soi. Elles sont très incertaines, mais elles sont fascinantes, mais elles sont surtout très ambitieuses et elles s'attachent néanmoins à produire l'éventualité d'une fusion de l'humain et de la machine au moyen justement de dispositifs nanotechnologiques directement greffés dans le cerveau humain. Alors pour l'heure, si ces innovations perturbent assez peu la quiétude sociale, dans la mesure où on a un petit peu tendance à considérer qu'il s'agit encore de science-fiction, il en va quand même autrement de leurs effets potentiels parce que, au-delà du fait de représenter une espèce d'antidote à l'obsolescence de nos capacités cérébrales face à l'étendue des capacités de l'intelligence artificielle, ces innovations, et c'est la question un peu rhétorique que je serais tenté de vous poser, ne risquent-elles pas justement d'aboutir également à une normalisation de l'esprit et à une normalisation du désir humain ? Alors plus largement, et dans la visée justement d'étendre mon propos à des considérations d'ordre un petit peu sociologique ou philosophique ou psychologique, je me pose également la question, et je vous pose la question de savoir si ces innovations ne risquent pas à un moment donné de miner l'altérité, c'est-à-dire de miner l'autre, finalement, cet autre qui pourtant dicte les principes du vouloir et du pouvoir vivre collectif. C'est précisément parce que nous sommes des altérités égales et différentes que nous parvenons à vivre ensemble. Alors, c'est dans l'objectif d'apporter quelques réponses à ces questions que je pose ici l'hypothèse selon laquelle le genre humain est à plus ou moins long terme menacé par une espèce d'artificialisation mathématique ou une artificialisation algorithmique du vivant. Plus largement, j'évoquerai aussi les risques entraînés par une hybridation cerveau-machine sur les mécanismes qui conditionnent ce que Félix Guattari appelait l'écologie mentale. Je reviendrai un petit peu sur cette notion d'écologie mentale, ainsi que sur l'écologie sociale, évidemment. Dans la mesure où une telle hybridation ne peut aller sans une surdité vis-à-vis d'un savoir intuitif. Nous sommes tous dépositaires d'un savoir intuitif,
qui relève à la fois de notre humanité, mais qui relève aussi de notre part résiduelle et intrinsèque d'animalité, qui est également constitutive d'ailleurs de notre cohésion sociale. Alors, et c'est précisément ça que le transhumanisme voudrait voir disparaître de notre réalité psychique. Alors avant de revenir sur l'intelligence artificielle implantée dans nos cerveaux et les effets de celle-ci sur nos subjectivités, parce que quand je parle d'écologie mentale, je parle essentiellement de notre subjectivité, de ce qui fait de nous une singularité. Donc avant d'établir un petit peu ce pronostic, j'aimerais revenir un peu sur la question de l'intelligence. J'aimerais insister d'abord sur le fait que l'intelligence humaine ne peut évidemment être réduite à la seule définition ou à la seule acception d'une intelligence logico-mathématique et à sa valorisation, y compris au moyen des technosciences. L'intelligence, bien au-delà de cette faculté unique mesurable par le fameux QI, l'intelligence humaine fait effectivement cohabiter une pluralité d'aptitudes, d'essence subjective, qui débouche d'ailleurs sur ce que Howard Gardner, l'auteur des 8 intelligences, nomme l'intelligence spatiale. Nous avons effectivement une intelligence spatiale, cette intelligence qui nous permet de nous repérer dans l'espace. Nous n'avons pas tous la même intelligence et nous n'avons pas tous la même capacité effectivement de nous repérer dans l'espace. Howard Gardner parle également d'intelligence musicale, cette intelligence qui d'ailleurs côtoie les mathématiques, mais qui est particulière à quelques-uns. Il existe également l'intelligence kinesthésique, cette intelligence que l'on retrouve notamment chez les danseurs, mais qu'on retrouve également chez certains sportifs ou chez certains performeurs. On peut parler également d'intelligence interpersonnelle, cette intelligence qui nous permet d'aller vers l'autre et de comprendre l'autre, qui n'est pas intrinsèque à tous. On peut également évoquer l'intelligence intrapersonnelle, cette intelligence qui nous permet d'aller à l'intérieur de soi, de faire son introspection. On peut également parler d'intelligence naturaliste. Et Gardner va même plus loin, il parle d'intelligence spirituelle, existentielle, morale, voire même d'une intelligence éthique. Alors ce qu'il est important ici de comprendre, c'est que les neurosciences, de même qu'Elon Musk d'ailleurs, privilégie une approche qui est purement objective du sujet pensant, c'est-à-dire une approche qui ne tient pas compte en quelque sorte de cette dimension subjective de l'intelligence. Alors cette approche qui s'appuie sur le développement et l'utilisation de la technologie, avec en tête notamment l'imagerie médicale, entend débusquer ou accroître les mystères du psychisme humain au mépris justement des phénomènes qui sont non identifiables de manière empirique dans le cerveau. Tout ce qui ne se voit pas finalement à l'imagerie médicale et qui constitue pourtant, comme le dit Fallissard, le vécu, l'expérience même de la pensée. Alors ce que je vous raconte ici est palpable dans la manière qu'ont ces nouvelles sciences de déduire la présence de troubles mentaux ou de troubles du comportement des seuls dysfonctionnements d'ordre cognitif. Mais ce mépris de l'univers subjectif qui caractérise l'humain, et plus généralement de la complexité du psychisme humain, trouve son point culminant et ô combien aberrant dans le projet d'une hybridation de l'homme et de la machine. En effet, dire que le sujet va augmenter ses capacités intellectuelles du seul fait que la science soit en mesure d'accroître nos potentiels mnésiques, c'est-à-dire notre mémoire en quelque sorte, par l'apport de leviers de stockage externes électroniques ou par l'implantation d'un moteur de recherche dans nos cerveaux, équivaut en quelque sorte à passer dans l'ombre, à éluder par excès d'objectivisme et par l'expression d'une espèce de scientisme un peu débridé, tout ce qui nous façonne consciemment et inconsciemment en tant que sujet pensant, mais aussi en tant que sujet parlant. Donc je pense que ce qu'il est important de faire aujourd'hui, c'est de surpasser l'actuelle posture scientiste qui consiste à réduire abusivement la vie psychique et la vie intellectuelle de l'individu à la seule manifestation mentale immédiatement repérable dans l'imagerie médicale lors d'une activité cognitive exécutée par le sujet lui-même. Et plus largement, je pense qu'il importe aussi de saisir que la réalité du psychisme humain prend d'abord appui sur des forces antagonistes. C'est ça, quand je parlais d'écologie mentale tout à l'heure, je vais revenir quelques instants sur cette notion parce qu'elle est importante.
nous sommes des écosystèmes mentaux, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de notre psychisme coexistent un certain nombre de contraires, un certain nombre d'opposés que l'on retrouve d'ailleurs même dans certains de nos comportements, comme l'incertitude, etc. Alors, ces forces antagonistes qui siègent à l'intérieur de notre psychisme, non seulement échappent à toute forme de prévisibilité, mais en plus de ça, opacifient toute transparence immédiate chez le sujet humain. Alors on peut associer justement à ce dernier point, comme je le disais à l'instant, les incertitudes. Nous n'avons aucune certitude de la vérité, ce qui nous rend toujours incertains finalement face aux choses. Nous passons notre temps à convoquer notre éthique, notre morale, avant d'agir, avant de parler, etc. Les tâtonnements aussi sont l'expression de cette écologie mentale, de cette coexistence des contraires dans le psychisme. Nous n'allons jamais, ou presque jamais, droit au but. Les silences révèlent également cette coexistence des contraires. Les contradictions, les ambivalences. Un jour, nous pensons une chose, le lendemain, le contraire. Parfois même 5 minutes après, nous pensons le contraire. Et toutes ces choses-là ponctuent notre discours, autant que nos actions d'ailleurs, et révèlent cette coexistence des contraires qu'on pourrait même appeler une espèce d'harmonie dissensuelle. Et cette harmonie dissensuelle siège effectivement entre soi et soi-même de manière permanente. Quand on parle justement de cette coexistence des contraires, on peut tenir compte aussi de la valeur psychique du langage et de ce qu'elle trahit simultanément dans les achoppements du discours, comme les lapsus par exemple, mais aussi dans les bégaiements soudains, dans l'emploi de mots à double sens, dans l'assonance, dans les jeux de mots, etc. Et je pense qu'il est fondamental de prendre ça en compte parce que nulle part ailleurs que dans le langage, d'ailleurs, les contradictions, les inconstances, toutes nos inhibitions, etc., se révèlent avec une certaine obstination. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont eu des cours justement sur la communication non verbale. On sait plus ou moins aujourd'hui que 80% de notre communication est conditionnée par... ne correspond pas à ce que nous disons. Elle est conditionnée justement par notre psychisme et par cette coexistence des contraires. Le paraverbal, c'est d'ailleurs un exemple assez intéressant puisque le timbre de la voix, tout ce qu'on associe en définitive au stress, est justement l'expression de cette trahison dont je parlais un peu plus haut. Alors, en ce sens, en quelque sorte, l'atteinte qui est faite au psychisme, et même à la psyché, et dont Elon Musk ne tardera pas à se rendre coupable, éloigne l'homme non seulement d'un repère PAIRE, mais aussi d'un repère PE accent grave RE, qui me semble assez essentiel, à savoir donc son inconscient psychique, lequel non seulement nous façonne par ses hasards, par ses contraintes, mais qui en plus de ça nous garantit notre altérité, nous garantit tout ce qui fait de nous, en définitive, des singularités subjectives. Donc de manière à dégager les principaux enjeux que cette problématique soulève, je vous propose de réfléchir ce matin à ce qu'il adviendrait, en définitive, de notre parcours existentiel, ou pour dire les choses de façon un peu plus complexe, mais à ce qu'il adviendrait du processus d'autopoïèse. Alors l'autopoïèse, c'est l'autoconstruction de soi, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il adviendrait justement de notre création de soi, de notre parcours existentiel, au cas où l'humain, en tant que tel, prévoirait justement de relier son cerveau à une intelligence artificielle? Alors, évidemment, il reste assez délicat d'identifier avec précision ce qu'une telle atteinte au psychisme pourrait engendrer dans le cadre d'un processus de création de soi, dans le cadre d'un parcours existentiel. Ceci étant, celle-ci pose néanmoins question du fait que se réaliser soi-même consiste d'abord en une objectivation de notre vie psychique et de ce qui la conditionne par essence. Autrement dit, exister, se créer soi-même, consiste à exprimer notre vie psychique, consiste à la réaliser, à la définir, à lui donner une forme concrète. Se réaliser soi-même, exister,
en somme, implique aussi au préalable que nous fassions monde. C'est-à-dire que nous nous définissions au-delà et par-delà la réalité de notre moi isolé en lui-même. Faire monde, ça veut dire aller vers l'autre, en définitive, partager notre perception du monde avec un autre qui nous renverra sa perception du monde. Plus largement, exister, se produire, se réaliser soi-même, exige aussi préalablement donc que nous allions à la rencontre de l'autre, que nous apprenions à naître avec l'autre. C'est l'autre qui nous reconnaît. C'est par l'autre qu'on se connaît. Et connaît, le verbe connaître est intéressant parce qu'il se façonne sur deux mots, con et naître, donc naître avec. On est avec l'autre. Et on est notamment dans les vastes contrées d'un autre soi que soi-même, grâce à l'autre. Alors, se réaliser soi-même ne se limite donc pas à une rationalisation de notre vie psychique au moyen d'un raisonnement arithmétique artificiel ou au moyen d'un surcroît de connaissances articulé de manière algorithmique et dénué de toute opacité et de toute contradiction, ne serait-ce que parce que la réalisation de soi, ce parcours existentiel dont je parle depuis tout à l'heure, implique justement la coexistence d'autrui. Autrement dit, la coexistence d'un autre psychisme que le sien propre, qui est aussi fait de hasard, qui est aussi fait de silence, qui est aussi fait de contraintes, et qu'en ce sens, donc, la réalisation de soi ne dépend donc pas seulement de notre propre psyché. Ce parcours existentiel ne prend de sens qu'à partir du moment où il croise un autre parcours existentiel. Excusez-moi. Alors, dès lors, il va de soi que se créer soi-même, se réaliser soi-même, se lancer dans une existence, implique que s'exprime le désir, à commencer par celui d'accepter le fait de faire monde, d'aller vers l'autre. Mais se réaliser soi-même implique également que s'exprime l'émotion, l'intuition, la sensibilité et aussi le courage, surtout le courage, le cœur et la rage. Le courage qui nous permet justement de nous regarder en face et d'accepter aussi l'autre comme un miroir de soi. Cet autre qui n'a pas toujours des choses très agréables à nous dire, mais cet autre qui est nécessaire à la construction de soi et à la construction de notre existence. Donc se réaliser soi-même implique que s'expriment finalement toutes les sources de l'intelligence humaine et de sa faculté d'imagination, d'évaluation, mais aussi de transgression. C'est en effet par un tel assemblage de qualités proprement humaines que l'homme peut se construire dans le monde et expérimenter ce dernier au milieu des autres hommes et selon ses choix propres. Mais qu'adviendrait-il de ces choix si ces derniers se voyaient relégués aujourd'hui au rang d'une logique algorithmique qui serait induite par une espèce de nanologiciel quelconque implanté dans notre cerveau ? Je pense qu'il est important de se poser cette question, d'abord parce qu'elle est au plus près de nos préoccupations aujourd'hui, étant donné l'avancement des travaux dirigés et financés par Elon Musk. C'est important parce que, parallèlement au mythe d'un surcroît d'intelligence, il découle effectivement de l'hybridation homme-machine un aspect qui est aussi fortement idéalisé par les transhumanistes, celui de la personnalisation de l'information et de sa prétendue nécessité. Je pense qu'il paraît nécessaire de nous questionner sur ce qu'il adviendra de nos choix à l'aune de cette personnalisation en question et de l'adéquation supposée de celle-ci à la réalité de nos attentes individuelles, mais aussi de nos attentes collectives. La question mérite d'être posée parce que se passerait-il si les algorithmes implantés dans nos corps réduisaient le tissu informationnel à partir duquel nous tentons de comprendre le monde à des alternatives qui seraient déjà préétablies et qui se déduiraient finalement de nos précédentes navigations, comme c'est déjà le cas sur Google. Alors, cette interrogation ne manque pas d'intérêt, étant donné que, ici et dans cette perspective en tout cas, l'intelligence artificielle, assistée de ces algorithmes, ne chercherait pas à accroître la pertinence des contenus en présentant l'information dans sa forme pure, dans une forme émondable en quelque sorte, dont on aurait choisi quelle mauvaise branche retirer. L'intelligence artificielle servirait plutôt à orienter l'information donnée et, le cas échéant, à la façonner à partir de la seule présomption d'une attente individuelle de notre part, ce qui est déjà très largement le cas avec Google. Alors pour dire les choses plus simplement, l'information telle qu'elle serait traitée par les algorithmes implantés dans nos cerveaux ne servirait plus à enrichir notre réflexion, elle ne servirait plus à enrichir notre imagination ou même nos connaissances,
mais elle se verrait réduite au seul fait de nous servir, en quelque sorte. Calé sur l'imaginaire du tout personnalisable, eh bien, l'algorithme s'emploierait donc, tout comme il le fait aujourd'hui à la faveur de Google, à transformer l'information en une espèce de prestation personnelle. Alors, dès lors, pour les sujets, pour les hommes de demain, faire des choix équivaudra peut-être à se conformer à un seul système de pensée, c'est-à-dire le leur, en quelque sorte, fondé à la fois sur la négation concrète de l'altérité de l'autre, fondé même sur la disparition, sur l'abolition de l'autre et de toute forme de conflictualité aux autres et au monde. Autrement dit, nous affranchirions de l'autre et de ses contradictions qui sont pourtant nécessaires à la construction de soi et surtout à la construction de nos choix. Si bien qu'effectuer un choix, à partir de là, ne relèverait plus d'une option prise entre deux parties. Ici, je vous donne la définition encyclopédique du choix. Faire des choix ne relèverait plus non plus d'une détermination entre deux ou plusieurs idées, entre deux ou plusieurs sensibilités, entre deux ou plusieurs émotions, etc. Faire des choix ne relèverait plus non plus d'une détermination entre des antagonistes, mais consisterait tout simplement à s'aligner sur des alternatives qui seraient mathématiquement présélectionnées pour nous. Donc il en résulterait en quelque sorte une espèce d'impossibilité pour chacun d'entre nous de s'écarter de la synthèse algorithmique, anticipée, unidimensionnelle et surtout arbitraire de nos propres choix. Alors si vous avez un peu de mal à suivre cette idée, je vous invite à voir déjà ce qui se passe avec la société de consommation. Quand les marques nous proposent leurs produits en fonction de nos navigations, nous avons l'impression de satisfaire un désir, nous avons l'impression de satisfaire un choix, nous avons l'impression que la marque nous donne exactement ce dont nous avions besoin et ce que nous attendions. Mais dans ce cas-là, nous sommes déjà soumis à une espèce de principe de censure algorithmique, puisque nous ne faisons que consommer, en définitive, la synthèse anticipée, arbitraire, unidimensionnelle de nos propres désirs, de nos propres choix. Alors, nous avons quand même la possibilité aujourd'hui de pouvoir se départir de cette logique. Tout simplement, si je reprends l'exemple de la société de consommation, on peut tout simplement aller acheter ces produits à l'extérieur de chez soi, dans un magasin, et le problème ne se pose plus. Si demain nous avons une puce intracérébrale, la question se posera différemment. Et la problématique se posera également différemment. Puisque nous serons contraints d'une certaine manière de prendre pour des choix personnels des sélections que pourtant nous n'aurons pas opérées au moyen de notre psychisme. Alors, dans cette logique-là, nous nous retrouverons, ou nous nous retrouverions en tout cas, dans l'incapacité de nous approprier, de faire, de défaire, de refaire nos choix propres à partir de l'autre qui, rappelons-le, a le mérite, mais aussi la fonction de tailler pour nous, dans le vaste morceau de tissu du monde, un sens propre du monde. C'est l'autre qui taille le sens de notre monde, et c'est nous qui taillons aussi le sens de son propre monde. C'est ça, faire monde, en fait. Donc je pense qu'il s'agit d'un problème assez important, parce que dans le cadre d'une hybridation cerveau-machine, l'accroissement des potentialités cérébrales pourrait évidemment permettre une adaptabilité efficiente de l'individu à l'environnement informationnel croissant. Mais celle-ci ne pourra évidemment pas aller sans une redéfinition de notre perception du monde. Pour dire les choses beaucoup plus simplement et de façon un peu synthétique, plutôt que de regarder le monde selon un mode contemplatif et interactif, eh bien, on risque de ne le voir que sous un mode exclusivement algorithmique et égocentré, puisque nous serions condamnés finalement à nous conformer à un seul système de pensée, à savoir le nôtre. Alors, dès lors, et en dépit de tout ce que l'accroissement de nos capacités a d'ensorcelant, cette augmentation par les technosciences risque, à mon sens, de réduire l'homme à l'impossibilité de projeter puis d'enrichir les contours de ses propres cadres existentiels, dans le cadre de son parcours existentiel, justement. Selon le ressort moteur que nous avons utilisé jusqu'ici, à savoir le désir de transgression.
Alors, la transgression, c'est pas un gros mot, c'est pas... transgresser signifie étymologiquement, ou en tout cas renvoie étymologiquement, à l'idée de franchir pour aller au-delà. Et en ce sens, donc, la transgression conditionne cette dynamique, ce parcours existentiel, en ce qu'elle exprime justement le désir humain de dépasser la perception d'un monde anémié, entre guillemets, par un ordre quelconque, culturel, technologique, symbolique, etc. Se produire soi-même, se réaliser soi-même, exister en tant que sujet unique, implique donc de notre part que nous sachions déroger aux normes instituées, mais que nous sachions également conceptualiser et nous approprier de nouveaux cadres existentiels. C'est ça, finalement, exister. Donc se produire exige que nous cherchions, au-delà des normes et des valeurs traditionnelles, au-delà des normes et des idées toutes faites, d'autres modes de perception du monde, d'autres formes d'organisation de l'expérience humaine, comme savent d'ailleurs si brillamment le faire les artistes, de façon justement à pouvoir inventer ou retrouver, selon le cas, notre chemin dans le monde réel et ainsi devenir un homme, avec un grand H. Alors, au vu de ce que j'ai énoncé ici, on peut donc d'une certaine manière affirmer qu'augmenter les capacités de l'être en mélangeant à sa nature proprement contradictoire, proprement complexe, des composantes technologiques qui en réduiraient en quelque sorte l'épaisseur et l'ambiguïté, fait courir le risque qu'au lieu de voir des machines devenir aussi intelligentes que des hommes, nous finissions par donner naissance à, tout au contraire, à des hommes dépourvus d'humanité, dépourvus de poésie, qui se mettraient à penser tels des machines selon des algorithmes de programmation informatique. Alors, il y aurait là comme une espèce de régression irréversible où l'homme se présenterait en quelque sorte sous les traits d'une résorption de l'intelligence, ou pour dire les choses selon les mots de Jean-Michel Beignet, sous la forme d'une abstraction indéfiniment manipulable. L'homme deviendrait effectivement une abstraction indéfiniment manipulable. Alors cette mathématisation du vivant doit donc être traitée, à mon sens, avec beaucoup de prudence, parce qu'elle pourrait affecter notre manière d'être, mais aussi et surtout notre désir de transgression. Et je vous rappelle à quel point la transgression est nécessaire dans ce parcours existentiel qui est le nôtre. Par ailleurs, cette mathématisation du vivant épuiserait aussi le plaisir de rechercher, le plaisir de construire des connaissances qui soient capables de nous émanciper des réalités immédiatement perceptibles. En cela, donc, une telle mathématisation pourrait anéantir à la fois notre sensibilité, mais elle anéantirait également notre imagination, elle anéantirait nos imaginaires, puisque ces derniers seraient totalement colonisés par la puissance algorithmique, mais elle anéantirait également notre curiosité. Et ça, c'est important. Si vous avez du mal à entendre mon propos, je vous invite à aller voir ce que le fonctionnement de certains réseaux fait déjà de cette capacité qui est la nôtre de nous émanciper des réalités immédiatement perceptibles, des idées toutes faites en quelque sorte. Parce qu'une partie justement de ces réseaux sociaux fonctionne déjà sur le mode d'une censure algorithmique. Alors encore une fois, jusqu'à présent, on a la possibilité de s'en départir, il suffit simplement d'éteindre son téléphone portable, mais encore une fois, si nous sommes, le jour où nous serons en permanence connectés à ces modes de fonctionnement, l'issue ne sera pas la même. Alors, une telle mathématisation de l'humain pourrait donc anéantir à la fois notre sensibilité, notre imagination, mais également notre curiosité. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, parce que comme le rappelle justement Edgar Morin, c'est de cette curiosité que naît le désir d'apprendre son environnement et d'accumuler les connaissances qui sont nécessaires à l'émancipation de ce qu'il appelle une connaissance finalisée, c'est-à-dire une connaissance uniquement assignée à un but précis. À quoi on pourrait d'ailleurs ajouter le fait que la curiosité, loin de nous assigner à l'apprentissage d'une suite de vérités académiquement validées, permet aussi à celui qui en use d'appréhender chaque vérité par lui-même, parfois même par-delà les déterminations qui sont socialement préétablies. Et plus largement, la curiosité offre à chacun d'entre nous le moyen aussi de découper la connaissance en autant de parcelles que la raison sensible compte de principes de réalité. Alors c'est la raison pour laquelle je pense qu'une telle réduction de l'être et de ses potentialités imprévisibles
ne pourrait qu'entraîner l'irréversible soumission des désirs de ce dernier au seul schéma algorithmique d'une connaissance finalisée, autrement dit d'une connaissance assignée à un but précis. Alors on est face aujourd'hui à, dans ce délire transhumaniste, à une autre forme d'hétérotélie. Alors j'avais il y a quelques années étudié justement cette logique hétérotélique dans le cadre d'une euthanasie de la mort. Alors l'hétérotélie, pour définir assez rapidement ce mot, c'est lorsque l'on atteint une fin qui est diamétralement opposée à celle que l'on poursuivait. Là, nous sommes effectivement dans une logique hétérotélique. On n'a pas abordé la notion d'écologie sociale, mais nous avons montré quand même qu'une mathématisation du vivant ne pouvait que faire disparaître l'autre en tant que différence complémentaire. Toutefois, on peut quand même remarquer qu'au principe d'une écologie mentale et sociale, au principe des subjectivités libres et complémentaires, encore marquées par la rencontre de l'hétérogène et du singulier, autrement dit par la rencontre de l'autre, eh bien, il risque de succéder à tout ça le portrait un peu sobre, très sobre même, et surtout très froid d'une humanité qui serait amputée des énigmes qui la singularisent. Et c'est ce scénario très régressif qui s'écrit justement dans l'obsession d'une hybridation cerveau-machine. Et bien que nous sachions que ce scénario ne dépasse pas pour l'instant le règne du fantasme, on peut quand même admettre qu'une force vide, déshumanisée, une force rétrécie dans son abstraction de surhumanité, menace déjà la puissance vive des émotions qui se racontent, qui s'échangent, qui se partagent et qui se réinventent en récit. Alors pour s'en convaincre, il suffit simplement d'observer ce qu'une partie des technosciences s'attelle justement à faire de l'intelligence. Au-delà de l'inconséquence coupable qui constelle justement ce mythe technomessianique du surhumain, sur le plan de nos subjectivités notamment, le discours transhumaniste contrevient également aux exigences élémentaires de l'intelligence, en intimant justement la science de la purger de son savoir intuitif, émotionnel, de toute cette dimension subjective dont je parlais tout à l'heure. Or, qu'est-ce qu'une intelligence sans force intuitive? Qu'est-ce qu'une intelligence sans force émotionnelle, si ce n'est une intelligence inaudible? Alors, il va sans dire que l'intelligence artificielle dont nous serions dotés au moyen d'une hybridation homme-machine se maintiendrait comme une instance de décision, mais qu'est-ce que nous en ferions d'autre et qu'entendrions-nous d'autre de sa part? À quoi servirait cette intelligence si l'on ne pouvait ni entendre les émotions qui l'invitent à s'exprimer, ni suivre l'itinéraire arborescent des possibles que nos intuitions, justement, esquissent pour nous sur des cartes mentales? C'est déjà le problème que pose ChatGPT. Quand on corrige vos travaux, quand on corrige vos comptes, quand on corrige vos nouvelles, etc. Il n'y a plus cette intuition qui domine, il n'y a plus l'émotion, il n'y a plus la sensibilité, puisque c'est une machine qui travaille à votre place. Et le résultat, c'est un résultat assez froid et purement opératoire. Donc autrement dit, que deviendrait notre intelligence sans la présence d'affects qui sont typiquement humains et qui sont capables justement de se saisir et de sublimer les mots, de sublimer les images, de sublimer les événements et les sons dans une espèce de flot réticulaire de concepts et de sens. Il n'y aurait plus d'artistes si nous étions connectés directement à des machines. Il n'y aurait plus d'intellectuels, plus personne ne penserait, il n'y aurait plus non plus d'écrivains. Donc, nous ne reviendrons pas ici justement sur l'examen pratique de tout ça, mais il me semble important d'insister une fois encore sur le fait que l'intelligence part du corps pour se déduire ensuite en questions et réponses. L'intelligence est une sorte d'extrapolation par problématisation du sens qui explore déjà intuitivement nos sens, notre sensibilité. Alors, pour dire les choses un petit peu autrement, c'est ce savoir intuitif, en quelque sorte, ce même savoir intuitif qui précipite les mots quand les mots courent vers leur propre sens, c'est ce savoir intuitif, c'est l'infinité. Ce savoir intuitif est essentiel en réalité. C'est ce savoir intuitif qui va disparaître et pourtant, avec ce savoir intuitif, c'est l'infinité conceptuelle qui s'amorce et qui se déploie. D'ailleurs, Nietzsche ne disait pas autre chose dans cette formule sans équivoque quand il nous disait que parmi toutes les variétés de l'intelligence découvertes jusqu'à présent, l'instinct, qui relève aussi de ce savoir intuitif,
l'intuition, sont de loin les plus intelligentes. Donc, en définitive, le fonctionnalisme deviendrait le seul objet d'accomplissement intellectuel de l'humain demain. Donc c'est pour ça que je parlais d'hétérotélie tout à l'heure, ou d'un idéal hétérotélique, qui est ici induit par le mythe d'une intelligence qui serait purgée de ses émotions. Donc le concept d'hybridation cerveau-machine synthétise fort bien ce mythe, justement, en faisant notamment de nos affects, de la sensibilité, de l'intuition, de la transgression, les expressions péjoratives d'une intelligence sans valeur opératoire. Or, vouloir épuiser à tout prix le sens de l'intelligence dans une fonction officiellement opératoire pour que cette même intelligence ne puisse jamais être identifiée à une autre fonction que celle qu'on lui aura préalablement assignée, celle d'être exploitable et immédiatement rentable, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, ce délire-là va évidemment rendre service à la logique de production et de consommation. Donc, vouloir épuiser à tout prix le sens de l'intelligence dans une fonction purement opératoire, pour que cette même intelligence ne puisse jamais être identifiée à autre chose qu'à la fonction qu'on lui aura préalablement assignée, nous conduit à ramener la nature même de nos qualités psychiques et psychophysiologiques au principe unique du fonctionnalisme, d'une espèce de fonctionnalisme technoscientifique. Le fait est qu'en faisant de ce type de fonctionnalisme le seul critère de légitimité de l'intelligence, le seul objet de son accomplissement, eh bien, cette même intelligence risque fort de condamner au silence toute autre manifestation intellectuelle qui ne suivrait pas la logique intentionnelle d'une instrumentalité pratique. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y aurait plus d'artistes, qu'il n'y aurait plus d'intellectuels, qu'il n'y aurait plus d'écrivains, parce que à quoi finalement serviraient ces gens ? La manière dont on minore, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais la manière déjà dont on minore aujourd'hui les études artistiques, les études littéraires, est déjà un symptôme de tout ça. Donc il en résulterait en quelque sorte l'émergence d'une intelligence experte, une intelligence toute puissante, certes, mais une intelligence assujettie aux consignes arbitraires et pratiques d'un système technomental qui viendrait sceller son unique habileté dans la résolution automatisée de problèmes, comme le fait d'ailleurs ChatGPT pour vous quand vous avez une disserte à rédiger ou un code à produire. Et tout cela selon la logique d'un traitement algorithmique adapté. Alors c'est ce que l'on nomme finalement l'intelligence deviendrait dès lors une espèce de machine vouée à immerger notre esprit dans la vacuité de l'utopie fonctionnelle. En outre, il conviendrait d'ajouter à cela le fait que, réduite au rouage technobiologique d'une réflexion froide mais infaillible, l'intelligence risque fort de s'imposer à l'esprit aussi comme l'alibi obsessionnel d'une manipulation narcissique de nos connaissances pratiques et abstraites. Pour dire les choses beaucoup plus simplement, l'intelligence humaine, plutôt que d'éclairer un peu plus loin que soi, là-bas, vers l'autre, eh bien, notre intelligence, une fois connectée à une machine, œuvrerait uniquement vers soi-même selon la règle plus involutive d'une différenciation fonctionnelle et surtout d'une différenciation performantielle. Notre intelligence ne nous servirait pas à aider l'autre, qui comme nous est un peu fragile, et surtout mortel. Elle nous servirait à être meilleur que les autres et à le montrer. Voilà à quoi servirait en définitive l'intelligence une fois connectée à une fois interfacée à une machine. Alors, et c'est vrai que déliée de ses inclinations à la sensibilité, et surtout recluse dans sa connotation d'absolu et dans sa connotation d'omniscience, eh bien l'intelligence déploierait alors ses déterminations, à la fois subjectives et objectives, contre l'autre, ou si ce n'est contre l'autre, en tout cas sans l'autre, et en direction d'une fascination strictement narcissique, celle de faire apparaître l'homme à ses propres yeux comme l'outil le plus miraculeux finalement de son système technoscientifique. Alors, petite parenthèse aussi, si l'homme a toujours été une machine à fabriquer des dieux, aujourd'hui, eh bien, les technosciences lui donnent le droit de réclamer sa part de divinité, en quelque sorte.
Alors pour finir, je dirais que je vais citer Jean Baudrillard, et Jean Baudrillard écrivait « Nous sommes davantage sensibles à la perturbation de la relation humaine par l'intervention absurde et totalitaire de la technique, nous le sommes moins à la perturbation de l'évolution technique par l'intervention absurde et totalitaire de l'humain. » Et c'est précisément ça qui m'a intéressé, qui a attiré mon attention dans ce projet d'une hybridation cerveau-machine, et c'est ce que j'ai essayé de synthétiser, enfin de développer un petit peu ce matin avec vous. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions si vous avez des questions. Oui. Oui. Alors, j'ai entendu la phrase d'Heger que vous avez énoncée par rapport à la mentalité. Vous avez dit que l'IA et que Neuralink pourraient conditionner notre cerveau à agir de façon algorithmique. Toutefois, dans un monde où la population pourrait un jour dépasser les 10 milliards, est-ce qu'il y a une volonté de mieux nous organiser, de mieux organiser l'humanité pour notre survie? Parce que vous avez dit aussi que le rapport de l'homme que l'homme, ce qui différencie l'homme des autres animaux, c'est notre capacité à construire artificiellement les éléments de notre survie. Est-ce que peut-être en nous conditionnant à agir en nous conditionnant de plus en plus à agir de façon algorithmique, il y a une volonté il y a un objectif d'optimiser notre survie au niveau de la répartition des ressources, par exemple, pour un monde dans le futur où on serait le double, voire le triple de la population actuelle? Alors, ça risque d'être une conséquence alors peut-être dans ces cas-là, une conséquence positive, mais le but n'est pas là. Le but des transhumanistes, c'est surtout de conserver leur intégrité physique de façon quasi éternelle. Ça reste un délire très égocentré, en fait, ça. Hein. Un délire de milliardaire égocentré, parce que l'intérêt des transhumanistes, ça n'est pas d'assurer notre survie ou de pouvoir. L'intérêt le premier objectif des transhumanistes, c'est de faire en sorte que nous devenions immortels, ou en tout cas qu'une partie de la population devienne immortelle. Mais ce que tu dis, ça peut être une conséquence secondaire, peut-être plutôt positive pour nous, effectivement. Ouais. Au début de l'oral, on parlait du fait que l'homme augmenté, le transhumanisme, ça permettait de maintenir l'homme dans la course face à l'IA. Mais est-ce que c'est vraiment une course qu'on a ne serait-ce une chance de gagner, puisque nous, on est quand même limité par la taille de notre corps, alors qu'une IA peut faire la taille d'un bâtiment et toujours nous surpasser indirectement. Est-ce que c'est vraiment une course qui est viable? Quand on parle de course, on parle d'ajustement en fait à l'IA, c'est-à-dire que quand Elon Musk souhaite interfacer, réaliser un projet interface cerveau-machine, c'est lui permettre d'être directement, permettre à cet homme d'être directement relié à une intelligence, à une intelligence artificielle. Le but de ça, c'est derrière tout ça, il y a quand même une raison économique. C'est que notre intelligence soit suffisamment opératoire pour pouvoir demeurer exploitable et rentable dans le champ de l'économie et dans le système de production. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Vous avez répondu, vous allez me faire un supplément. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. La volonté est là. En tout cas, c'est juste une chose que je n'ai pas dite, mais vous savez que déjà 30% parmi ceux qui ont recours en tout cas à l'anthropotechnie, c'est-à-dire à la chirurgie esthétique, 30% le font pour pouvoir conserver leur boulot ou pour pouvoir accéder à un nouvel emploi. Donc moi, c'est en lisant ça
que je me suis demandé, je me suis dit, est-ce que finalement ce projet est si farfelu que ça, parce que si on a déjà recours aujourd'hui à la chirurgie esthétique pour trouver un boulot ou pour conserver son emploi, il y a de fortes chances que demain nous ayons recours à la chirurgie esthétique pour augmenter nos capacités cérébrales, je dirais pas intellectuelles mais cérébrales, pour trouver un emploi. Et il est possible que dans une vingtaine d'années, ou peut-être moins, ça devienne une condition sine qua non pour trouver un emploi. Moi, je ne vais pas vous faire flipper, hein, mais c'est une possibilité, quoi. De la même manière que nous sommes aujourd'hui obligés d'avoir un téléphone portable si nous voulons travailler, nous sommes obligés de... Voilà, ça fait partie des... Ouais. Si un État comme la Chine développe potentiellement une technologie comme Neuralink ou disons une biotechnologie qui permet d'augmenter grandement l'intelligence des citoyens, est-ce que vous pensez, par rapport à ce que vous avez dit, que pour rester compétitif, on pourra avoir l'option de s'en passer? Non. On n'aura pas l'option, on n'aura pas cette option. Moi, je pense pas qu'on aura cette option, quoi. Et je pense qu'on va, un peu déroger à nos principes éthiques pour pouvoir demeurer compétitif, surtout aujourd'hui. Ouais. Je dirais, pour ajouter, qu'on le voit déjà actuellement dans les travaux dans les travaux des développeurs. Un développeur qui utilise de l'IA en assistant de code va être 2 à 3 fois plus performant qu'un développeur qui ne l'utilise pas. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on remarque aujourd'hui, qu'on ne pourra pas s'en passer. Et comme l'informatique, pour l'instant, il y a encore des boulots qui peuvent s'affranchir de toutes ces considérations-là et de ces préoccupations-là. Mais dans quelques années, est-ce que ce sera le cas, quoi? Ouais, Koussaï. Est-ce que vous pensez que dans notre société actuelle, dans la conscience de notre mortalité, la majorité d'entre nous transgresse? Et sinon, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une société avant qui, peut-être dans la génération de nos parents ou de nos grands-parents, qui a eu plus tendance à transgresser, Transgresser quoi? Transgresser aux normes en reprenant ce que la station d'Heidegger. Ouais. Il y a toujours une poignée de personnes qui transgressent, qui dépassent les normes instituées, et puis il y a une grande majorité qui suit, qui a tendance à suivre. Et puis après, la transgression, qui n'est plus de la transgression d'ailleurs, se fait par la suite, sur le tard. Mais il y a toujours une poignée qui transgresse. Mais voilà, la transgression, en tout cas, c'est quelque chose qui risque d'être miné si on est assujetti à des choix qui relèvent de calculs algorithmiques. Ouais. Par rapport à la transgression, je pense que c'est grâce à celle-ci que l'humain a toujours su entre guillemets innover, voir à côté de la chose et donc faire des découvertes qui nous servent encore aujourd'hui. Et du coup, est-ce que vous pensez que une fois c'est plus important dans notre cerveau, on aurait plus cet aspect transgressif, donc on perdrait ce qui fait entre guillemets l'essence de l'homme, c'est-à-dire notre innovation, notre faculté à voir à côté, ou alors j'ai deuxième question, c'est que dans le livre de Laurent Alexandre, il stipule que ce serait l'IA plus tard qui serait capable de voir à côté de la chose, et que ce serait elle-même qui ferait les découvertes, parce qu'elle aurait totalement une autre manière de penser que nous, faire des liens, des interconnexions entre des sujets que nous, on n'aurait pas forcément fait. Donc est-ce que ça serait plutôt nous ou l'IA qui serait susceptible de faire plus de découvertes? Je sais pas. Je suis pas devin encore, mais je sais pas. Après, l'intelligence artificielle ne reste pour l'instant qu'une intelligence logico-mathématique. Et comme je disais tout à l'heure, l'humain a quand même une dimension, enfin l'intelligence humaine a une dimension subjective qui est phénoménale, quoi, qui est colossale. Donc
je pense qu'on ne peut transgresser qu'à partir du moment où on a l'intuition qu'il faut le faire. Est-ce qu'une machine sera dotée demain d'une intelligence suffisamment élargie pour pouvoir avoir ce type d'inflexion indépendamment d'un projet préétabli, indépendamment d'un but finalisé? Parce que l'intelligence artificielle ne fait que répondre à ce qu'on lui demande de faire. L'humain dépasse ça, heureusement d'ailleurs. Nous ne sommes pas tous des soldats. Au fond, n'y aurait-il pas un risque de mort cérébrale? Ah bah oui. Vous êtes tous morts déjà. En tout cas, ça serait la mort de... Ça serait la mort indéfiniment. À partir du moment... De la mort, vivre de la mort indéfiniment. Ouais, c'est ça, en quelque sorte. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu joyeux, en fait. Donc vous êtes aujourd'hui convoqués tous les jours. Pensez ce modèle, c'est quand même un peu effrayant. Mais bon, j'ai attendu la fin de la semaine quand même pour vous plomber le moral. Ouais. Du coup, que ce soit dans l'IA ou notamment dans l'IA, on parle énormément de l'Asie, de l'Amérique, un petit peu de l'Europe. Qu'en est-il au niveau du coup, des technologies semblables à Neuralink? Est-ce qu'il y a on travaille également sur des technologies comme ça en Europe, car on travaille énormément, on parle tout le temps de Neuralink, de Musk. Alors, aux États-Unis, il y a pas mal les laboratoires de recherche américains, les laboratoires de recherche universitaires, ont de réels financements pour mener ces projets-là. Et sans parler des laboratoires privés. En Europe, c'est un peu différent. Et la plupart de ces laboratoires travaillent sur l'évolution de ces technosciences, mais dans un but réparatif, dans le but de réparer l'humain. En Europe, on travaille aussi, alors on a des budgets beaucoup moins colossaux, mais on travaille aussi dans une logique de réparation de l'humain. Là, le projet Neuralink, c'est pas, comme le disait Laurent Alexandre dans l'introduction, il y a une première étape, c'est pour commercialiser le truc, pour faire avaler la pilule, une première étape qui va s'adresser à l'humain réparé, et la seconde étape va aller un peu plus loin et va concerner l'augmentation de l'humain. En Asie, on est plus dans une manipulation du génome, en fait, pour augmenter les capacités. Je ne sais pas, en fait, si peut-être qu'entre-temps, il y a de nouveaux laboratoires qui se sont développés, certainement, et qui travaillent dans ce sens-là. Mais en tout cas, moi, quand j'avais fait mes recherches en 2019-2020, il n'y avait pas encore vraiment de laboratoire de recherche chinois qui travaillait sur ces technologies-là, quoi. Ouais. Vous avez dit que l'intelligence artificielle, c'était intelligence logique et analyse. Et tout à l'heure, on a parlé de mort cérébrale, mais vous pensez que les autres intelligences, comme vous avez dit au début, composées d'humains, elles vont devenir quoi? Parce que techniquement, on va juste améliorer l'intelligence logique, mais tout ce qui est intelligence, interaction avec les autres ou environnementale, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Ce sont ces intelligences qui vont, à terme, ne plus servir, puisque notre intelligence serait conditionnée essentiellement, parce que le projet d'Elon Musk, c'est quand même d'intégrer l'intelligence artificielle dans les cerveaux humains. Donc on utiliserait essentiellement une intelligence logico-mathématique. C'est pas qu'on pourrait travailler avec les autres, ce sera un outil qu'on va être. Si tout le tissu informationnel à partir duquel on regarde le monde commence à être conditionné par des algorithmes, on n'aura plus besoin de l'autre.
comme on a de moins en moins besoin, par exemple, de lire, puisque quand on a besoin d'une information précise, on va sur Internet, on tape sur Google les mots-clés et on a directement accès à l'information. On ne va plus la chercher, l'information, on ne la découvre plus de manière fortuite dans les livres. On a un rapport on a déjà une relation qui est opératoire à l'intelligence. C'est un peu comme ces applications de rencontres, finalement, qui remet en question, au fond, la rencontre amoureuse. Ouais, c'est le même principe. On fait beaucoup la différence entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Mais est-ce que notre intelligence humaine, c'est pas une intelligence qui est aussi logico-mathématique, mais à une échelle avec beaucoup plus de puissance? Ah bah avec une part subjective qui est beaucoup plus, qui n'existe pas dans l'intelligence artificielle en tout cas. Qu'est-ce qui empêcherait, si on a une intelligence artificielle qui a suffisamment de puissance, d'avoir ce même degré d'intelligence humaine en quelque sorte? Le corps. Ouais. Le corps, parce que tout est corps, comme disait Nietzsche. Et les sens sont situés dans le corps, quoi. Et là, le grand délire transhumaniste, c'est justement dans son délire d'immortalité, le corps est sénescent, donc il y a certaines pièces qu'il va falloir remplacer. Et ils ne tiennent absolument pas compte, justement, de ce qui se passe dans le corps. Comme je le disais à un moment donné, tout passe par le corps, tout est absorbé par le corps, et ensuite le cerveau donc traite l'information qui est d'abord perçue par le corps. Mais rien n'empêcherait à une IA d'avoir aussi ces capteurs, en quelque sorte, c'est des capteurs notre corps, c'est un tas de capteurs extrêmement complexes. Ouais. Qu'est-ce qui empêcherait à une IA qu'on mettrait dans un robot d'avoir ces mêmes capteurs et de comprendre le monde à sa manière, mais du coup, d'une manière qui se rapproche de l'humain? Dans une perspective dystopique de notre humanité, c'est possible. C'est possible. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis pas programmeur, je suis pas dans ce... Donc, je ne sais pas quelles seront les capacités demain de ces personnes qui alimentent aujourd'hui l'intelligence artificielle, peut-être. Il y a un excellent ouvrage d'Antonio Damasio justement qui traite de ça, que l'intelligence humaine ne peut pas en fait se soumettre à la machine, parce que l'intelligence humaine est liée au corps justement. Bah ouais. Lire un peu, vous avez déjà toutes les réponses possibles aux questions. Même pas en consultant Google. Et ben ouais, parce que j'ai insisté sur la notion d'intelligence opératoire, parce que c'est malheureusement, j'en profite pour le dire, parce que je vois qu'il y a quelques-uns de mes étudiants, c'est malheureusement le rapport que vous avez avec l'intelligence, pas tous, hein, mais en tout cas une partie d'entre vous, que vous avez avec la connaissance aujourd'hui. Vous ne faites plus vraiment de différence entre l'information, la connaissance, le savoir. Alors, je ne veux pas faire le vieux con un peu réac, c'est très bien. Internet, c'est très très bien. Si on a besoin de quelque chose, on trouve, et on trouve très rapidement. Ceci étant, on a de moins en moins de curiosité. Tout à l'heure, je parlais du fait que cet implant cerveau, cet implant intracérébral risque de miner la curiosité, mais Internet a déjà commencé à miner la curiosité. Les nouvelles générations lisent de moins en moins, ne vont plus à la rencontre. Je parlais aussi du fait de faire monde. Faire monde, ça commence aussi par la lecture, c'est aussi faire monde. C'est aller à la rencontre d'un monde différent, aller à la rencontre d'une sensibilité différente, d'une réflexion différente, etc. Et tout ça, ça disparaît, en définitive, au profit de la seule information qui va vous servir, en quelque sorte. Pour une raison très précise, dans un but très précis. C'est
c'est le paradigme qui a complètement changé. Avant, on avait des difficultés d'accès à l'information. On pensait que c'était ces difficultés qui nous empêchaient d'être plus intelligents. Aujourd'hui, on a un accès quasi illimité à l'information. Ça ne nous a pas rendu spécialement plus intelligents. Non. Ça a changé du coup le paradigme où, quand on a accès à l'information, bah là, on est en mode, c'est une information qu'on peut avoir accès instantanément, donc pourquoi on la garderait en mémoire, quoi. Exactement. Exactement. Donc si en plus de ça, cette hybridation vise à augmenter nos potentiels mnésiques, notre mémoire, une fois qu'on aura enlevé l'implant, on n'aura plus grand-chose, hein, puisqu'on gardera, effectivement, on ne garde plus rien en mémoire. Voilà. Vous avez d'autres questions ou... Oui, le pire, c'est qu'il va falloir faire des mises à jour sur l'implant régulièrement. En plus. Et puis ça dépend de l'implant qu'on achètera aussi. On a choisi la marque chinoise, européenne, ça devient très compliqué.